Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 20 septembre. Voici le sommaire de cette édition. La 77e Assemblée générale des Nations Unies se tient à New York. Nous prendrons donc la direction des États-Unis pour retrouver notamment Isabelle Picot, l'ambassadeur de Monaco auprès des Nations Unies. Elle nous dévoilera le programme de ce grand débat auquel le prince Albert II participera. Jean Castellini était présent à une conférence sur les interactions possibles entre le financement et le développement durable. Il répondra notamment à cette question: comment lier le monde financier et la préservation de la planète ? Avec la fluctuation permanente du prix de l'essence conjuguée à la baisse du pouvoir d'achat, le covoiturage a assurément de beaux jours devant lui. Nous nous intéresserons donc dans ce journal à la société Klaxit, spécialisée dans le covoiturage domicile-travail. C'était ce lundi la grande soirée de rentrée pour l'ASM Rugby, l'occasion, vous verrez, de passer un bon moment tous ensemble. Et pour finir, Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, nous dévoilera la première projection de la saison au théâtre Princesse Grace. Mais nous débutons cette édition avec la FIA qui a dévoilé dans la journée le calendrier 2023 de la Formule 1. Il sera une fois de plus historique puisque ce sont désormais 24 Grands Prix qui seront au menu. À savoir que le Grand Prix de Monaco aura bien lieu le 28 mai 2023. Ce calendrier a été ratifié par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA lors d'un vote électronique. Il confirme en premier lieu l'arrivée attendue d'un nouveau Grand Prix sur le sol américain, à savoir celui de Las Vegas, programmé le 18 novembre 2023. L'annonce valide également le grand retour du Grand Prix de Chine, absent depuis la pandémie de Covid-19. L'ouverture de la saison aura lieu quant à elle le 5 mars 2023 à Bahreïn pour se conclure le 26 novembre 2023 à Abu Dhabi. La 77e Assemblée générale des Nations Unies a débuté le 13 septembre dernier au siège de l'organisation à New York. Et du 20 au 26 septembre, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent autour d'un grand débat général pour présenter leurs priorités et échanger sur les grands enjeux mondiaux. Pour nous en parler ce soir, nous retrouvons l'ambassadeur en poste à la mission permanente de Monaco à l'ONU. Il s'agit de Isabelle Picot. Bonsoir à vous. Bonsoir Monaco Info. Merci à vous de vous rendre disponible en direct de New York pour répondre à nos questions. Alors la première concerne les grands enjeux justement de cette Assemblée générale. Quels sont-ils ? Alors les grands enjeux de l'Assemblée générale, d'abord, souvenons-nous que pendant les 2 précédentes sessions, tout s'est fait pratiquement par vidéo. Donc c'est plus de 150 chefs d'État et de gouvernement qui sont inscrits cette année au débat général, puisque c'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis 2 ans à New York. Le président de l'Assemblée générale, M. Tsaba Koroshi, a donné au thème du débat général durabilité, solidarité et science, des solutions transformatrices pour des défis intriqués. Voilà, nous sommes toujours malheureusement à la croisée des chemins. Là, le conflit en Ukraine complique encore davantage la donnée de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, le lundi matin, donc hier matin, s'est tenu le moment des ODD où les grands enjeux sur le climat, la sauvegarde de la planète ont été abordés. Et bien évidemment, le sommet pour la transformation de l'éducation qui s'est également achevé hier. Et il faut vraiment pouvoir remettre l'éducation au centre du développement, puisque ce sont des centaines de millions d'enfants qui ont été privés de scolarité pendant la pandémie. Et pour des dizaines de millions, malheureusement, ce ne sera jamais de retour sur les bancs des écoles. Madame Picot, vous parliez il y a quelques instants de ces sujets d'actualité qui seront largement abordés lors de cette Assemblée générale, comme la guerre en Ukraine, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation ou encore l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce sont vraiment des thèmes clés. Bien sûr, ce sont les grands enjeux et il y a 17 objectifs de développement durable, que ce soit le 4 sur l'éducation ou le 5 sur l'égalité des genres ou le 14 sur les océans. Comme vous le savez, c'est aussi une super année pour la nature. J'espère que d'ici le mois de janvier, nous pourrons conclure l'accord sur la haute mer. Donc c'est vraiment très important, mais ce qui change, c'est qu'en 2024, donc l'Assemblée générale a adopté il y a une dizaine de jours
jour une résolution convoquant pour septembre 2024 un grand sommet. C'était la volonté des chefs d'État à la 75e session qui avait chargé le secrétaire général de faire des propositions pour que l'ONU continue à être au cœur de l'agenda du développement et de la paix. Et ce qui a vraiment changé depuis ces 2 dernières années, c'est que la société civile a été largement associée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens croient en l'utilité de l'ONU. Et la jeunesse, c'est très important, est associée et demande des comptes, demande à avoir sa place à la table des négociations. Et nous avons aussi créé un bureau pour la jeunesse juste avant la fin de la 76e session. Donc ce sont des thématiques très importantes. Mettre les citoyens du monde au centre des enjeux qui vont les affecter. Monaco est donc largement représenté à cette Assemblée générale avec la présence de notre souverain, le prince Albert II. Quel sera justement son agenda pour cette semaine qui s'annonce d'ores et déjà très chargée? Écoutez, son agenda, il a plusieurs rencontres bilatérales. Et, il a aussi des événements à l'extérieur de l'ONU, que ce soit avec IUCN ou avec des moments pour la nature ou bien évidemment les océans et puis le World Air Race à l'Explorers Club et puis un autre événement. Donc je lui laisserai le soin de vous parler lui-même. Alors, il faut le dire, c'est un événement toujours particulier en cette fin septembre à New York. Je crois que la ville est d'ailleurs quasiment paralysée et de nombreux événements, vous le disiez, bilatéraux parallèles sont organisés en marge de l'Assemblée générale. Les chefs d'État et de gouvernement ont été privés de rencontres bilatérales pendant 2 ans. Donc c'est très important de se retrouver parce que c'est toujours différent. Les discours, c'est très important dans la salle de l'Assemblée générale, mais ce qui compte, c'est les échanges directs entre chefs d'État et de gouvernement. Donc oui, c'est très important que les gens soient en contact humain, tout simplement. Un rappel peut-être pour finir du travail au quotidien de la mission permanente à l'ONU, en dehors évidemment de cette période spécifique. En dehors de cette période spécifique, donc pour nous, c'est plus là de la gestion des agendas et puis se relayer pour quand même pouvoir faire une analyse politique à la fin du débat général des différentes interventions. Et puis tout de suite après, c'est le travail des commissions qui vont débuter début octobre et également les négociations sur la résolution habituelle sur les océans. Et également, cette année, avec ma collègue du Qatar, nous présentons la résolution sur le sport au service du développement et de la paix. C'est une résolution qui est adoptée tous les 2 ans par l'Assemblée générale. Donc, ça va coïncider avec la Coupe du monde de football au Qatar. Donc, aussi du travail en partenariat avec non seulement nos collègues des missions, mais les différentes institutions de l'ONU et aussi le CIO. Merci beaucoup à vous, Madame Picot, de vous être rendue disponible et bon courage pour cette semaine marathon. Merci, c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir à nouveau la délégation à New York. Aux côtés du souverain durant cette semaine onusienne, la ministre des Relations extérieures et de la coopération Isabelle Béraud-Amadei a fait également le déplacement. Elle a elle aussi un agenda chargé pour sa toute première participation à l'Assemblée générale des Nations unies. Alexandra Pani et Sylvain Péroumal sur place ont recueilli son sentiment et les enjeux de ces différentes discussions auxquelles elle prendra part au cours de cette semaine. On l'écoute. C'est une session un peu particulière pour moi puisque c'est la première fois, comme vous l'avez souligné, que je participe à une assemblée générale de l'ONU. Donc, un moment très émouvant. Je serai là aux côtés du prince souverain. Un agenda fort chargé, effectivement, avec des thématiques qui sont abordées, qui sont des thématiques qui nous sont chères. Le changement climatique, la lutte contre le plastique dans les océans, mais aussi la santé, par exemple. C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer mes homologues. Nous avons un dîner informel qui est organisé par la ministre des Affaires étrangères de Suède, où je serai donc en compagnie de toutes mes collègues ministres des Affaires étrangères féminines. C'est aussi l'occasion d'organiser des bilatérales, comme on appelle dans le langage diplomatique, où les différents ministres ou les différents chefs d'État, évidemment, peuvent échanger sur des points particuliers qu'ils ont en commun ou des projets ou des programmes que l'on pourrait soutenir. Le prince souverain prendra la parole à la tribune des Nations Unies mercredi soir. Nous reviendrons sur son discours dans notre édition de ce jeudi présentée par Émilie Rousseau.
Nous quittons à présent New York pour nous intéresser à la crise sanitaire en principauté. La semaine dernière, 68 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés, 998 tests PCR et antigéniques réalisés. Le taux d'incidence en cette rentrée de septembre est en hausse. Il est en effet de 174 contre 87 la semaine précédente. Montrez-vous donc prudent et continuez surtout d'appliquer les gestes barrières. Le département des finances et de l'économie ainsi que la Banque publique d'investissement France ont organisé ce lundi une conférence au Novotel. Son thème, les interactions possibles entre le financement et le développement durable. Les établissements financiers et les investisseurs locaux étaient présents pour assister à cette conférence. Alors, comment lier le monde financier et la préservation de la planète? Et finalement, est-ce que ces deux mondes peuvent s'associer? Je vous propose d'écouter la réponse de Jean Castellini, le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, au micro de Fabien Bonilla. Les deux peuvent et doivent même se réunir, puisque aujourd'hui c'est ce que demandent les investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels, des investisseurs de long terme, comme le fonds de réserve constitutionnel de la principauté. Et puis c'est aussi ce que demandent de plus en plus les jeunes générations. Et pour être en phase au niveau des produits ou des services qui sont proposés par les établissements bancaires, et notamment en principauté, il est plus qu'urgent de combiner performance, investissement et développement durable. Nous sommes au cœur de la semaine européenne de la mobilité qui se déroule du vendredi 16 au jeudi 22 septembre. À cette occasion, Céline Caron-Dagioni, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, a souhaité défendre le bilan de Klaxit et d'une mobilité responsable après 2 ans de mise en service de l'application. Regardez ce reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. La principauté accueille chaque jour 110 000 véhicules, ce qui apporte son lot de pollution et de nuisances sonores. L'objectif est de réduire ce trafic d'ici 2030 de 20% et ainsi revenir au niveau de la circulation connue dans les années 90. Pour cela, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs, dont Klaxit, le leader français du covoiturage domicile-travail, une application lancée en principauté il y a pile 2 ans. L'intérêt de Klaxit, il est de permettre en fait d'avoir un moyen de susciter, d'organiser le covoiturage, de permettre aux gens de se rencontrer et de pouvoir en fait avoir moins de véhicules entrant tous les jours en principauté et circulant dans la principauté pour justement essayer de fluidifier au maximum le trafic, étant précisé évidemment que Klaxit n'est pas la seule solution. En termes de bilan, depuis 2 ans, 3 911 personnes sont inscrites dans l'application, 1 934 covoitureurs et 35 entreprises sont partenaires. Cela représente en 2 ans 62 000 trajets en covoiturage, 1 million de kilomètres parcourus et 160 000 tonnes de CO2 économisées à Monaco. C'est un intérêt environnemental, mais aussi pour l'utilisateur de l'application. Il y a un cofinancement de l'État, donc c'est gratuit pour le passager et le conducteur reçoit entre un minimum garanti, c'est 1,50 €, 3 € maxi en fonction de la distance. Mais c'est vrai que plus il a de passagers dans son véhicule et plus c'est un gagnant-gagnant, et plus il gagne de l'argent, quoi. Donc voilà, il y a du cofinancement de l'État. C'est aussi une application sociale, on en a parlé aujourd'hui dans le bilan. C'est important de le dire. Créer un lien social, c'est également une économie financière et environnementale, une multitude d'atouts avec ce système de covoiturage. C'est une vraie solution, c'est un gain de pouvoir d'achat et ça permet d'avoir des moments un peu plus conviviaux dans la voiture avant de rentrer chez soi. Et ça permet aussi d'avoir des interactions. Nous, à Decathlon, on l'utilise énormément entre collègues. Donc ça permet aussi de pouvoir échanger un petit peu sur ce qui s'est passé sur notre journée de travail via des collègues et aussi de faire des connaissances de collègues qu'on ne connaissait pas forcément. À noter qu'un challenge sera lancé sur l'application à partir du 1er octobre et pendant 15 jours. Un tirage au sort quotidien aura lieu avec chaque jour à gagner un abonnement annuel à Monabike. Le mois de septembre coïncide avec la reprise des différents championnats. L'AS Monaco Rugby organisé hier soir sur la terrasse du centre cardio-thoracique son traditionnel cocktail de début de saison. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. La saison vient tout juste de débuter et déjà l'AS Monaco Rugby prouve qu'elle est au niveau et que tout le monde est prêt pour cet immense défi. Pour sa première expérience en Fédéral 2, l'ASM vient de signer un succès référence à domicile 24-19 face à Saint-Jean-en-Royan, l'un des favoris de la poule.
Le club a convié lundi soir sur la terrasse du centre cardio-thoracique l'ensemble du groupe professionnel et espoir, ainsi que tous les partenaires pour la traditionnelle soirée de lancement de la saison. Nos partenaires, ils font partie de l'histoire du club. Ça nous faisait plaisir de les réunir ce soir dans un endroit qui est historique à Monaco et qui est historique aussi dans le rugby, puisque le centre cardio-thoracique est maintenant partenaire depuis 10 ans, à une époque où l'AS Monaco Rugby ne faisait pas les premiers titres dans la presse locale. Donc déjà, on les en remercie. Donc c'était un peu un retour aussi de faire ce genre de soirée de prestige dans un cadre comme le centre cardio-thoracique et de les mettre en lumière. C'était intéressant pour nous et on est ravis d'être ici ce soir avec nos partenaires. Pour exploiter au mieux le potentiel de l'équipe, Monaco s'est renforcé avec l'arrivée d'Alex Toulou, ancien joueur pro passé par Castres et Montpellier, qui officiera en tant qu'entraîneur adjoint en charge des avants, et Walter Hargoud, ancien responsable du centre de formation et assistant coach à Aix en Pro D2. On a un effectif de 35 joueurs. Après, il y a des jeunes aussi du club qui sont sur l'équipe Espoir qui ambitionnent aussi de monter avec nous. Et l'objectif, c'est d'ouvrir les portes surtout. Après, sur l'effectif, c'est vrai qu'on a gardé une grosse ossature de la saison passée. Et on a 2-3 joueurs qui sont arrivés. Ouais, on avait un effectif qui était intéressant sur la Fédérale 3. Donc aujourd'hui, on découvre tous cette division. Même si elle n'a pas trop mal commencé, on garde les pieds sur terre et l'objectif c'est de se maintenir dans un premier temps le plus tôt possible et si après on peut espérer mieux, pourquoi pas. Monaco passera un nouveau gros test ce week-end sur la pelouse de Montmélian, une équipe qui a remporté ses 2 premiers matchs. C'est donc la reprise des championnats dans différents sports, mais c'est également la reprise des projections de cinéma organisées par l'Institut audiovisuel de Monaco. La première séance se déroulera ce jeudi au Théâtre Princesse Grace à 20 h avec le film en noir et blanc La folle ingénue. Je vous propose de retrouver Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut, interrogé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler d'un film en noir et blanc qui date de 1947. Mais avant cela, c'est une nouvelle saison pour l'Institut audiovisuel. Quelles sont peut-être les nouveautés ou la thématique? C'est la 19e, Fabien. 19e, et oui. On prend de l'âge. Ça se voit pas. Mais on essaye de toujours innover et de donner le meilleur. Donc, saison, j'allais dire, avec les rendez-vous habituels. Il y en aura quand même 2 de plus cette année. Un partenariat avec le Monte Carlo Jazz Festival. Et le deuxième label, c'est avec l'association Dante Alighieri. On va proposer chaque année un grand film italien. Et là, en l'occurrence, ce soir, on parle de La folle ingénue de Ernst Lubitsch. Oui. Ernst Lubitsch. Qu'est-ce que c'est? C'est un film qui n'est pas très connu. J'ai lu le résumé, c'est une femme fan de plomberie. J'imagine que le film ne se résume pas à ça. Ou c'est à double sens, puisque Lubitsch est peut-être le cinéaste du double sens. Donc cette jeune femme, Clooney Brown, pour la nommer, qui est le titre original du film, s'improvise plombier pour dépanner quelqu'un qui se trouve avoir un souci en pleine réunion d'invités, etc. Et elle montre une faculté à vouloir déboucher l'évier, et puis tout de suite derrière à s'alanguir sur un canapé, qui laisse entendre, dans la langue de Lubitsch bien entendu, que la plomberie peut être entendue à différents niveaux. Alors, est-ce que c'est un constat sur la place de la femme dans la société, ou peut-être un constat social, en quelque sorte? Je dirais plutôt un constat social. En tout cas, dans les mains de Lubitsch, le cinéma est aussi une manière d'observer, de critiquer, évidemment avec malice. C'est une matière avec laquelle il travaille pour créer des situations humoristiques, d'autant que le film se passe en Angleterre et que lui vient des États-Unis, donc il y a cette distance-là, qui, avec d'ailleurs un petit brin de nostalgie, il est presque au bout de sa carrière, mais effectivement c'est plus un constat de classe et une critique sur les classes sociales. Quel est l'intérêt de la projection? Quel est l'intérêt de ce film?
Que c'est Lubitsch et que Lubitsch nous donne toujours des leçons de mise en scène. Je disais le non-dit ou le double sens qui se traduit aussi par la mise en scène du hors-champ. Ce qui est hors-champ compte tout autant que ce qui se passe dans le cadre. Derrière la porte, les messes basses sont souvent aussi à prendre en considération dans l'action qui se passe au premier plan. C'est vraiment du cinéma subtil et intelligent, et c'est pour ça qu'il faut continuer de voir les films de Lubitsch. Alors allez voir La Folle Ingénue ou Cluny Brown en anglais. Merci Vincent. Merci Fabien. Don't take that piece there. This one on the right. Much better. What? It has so much fat. It's browner and bigger. Won't regret it, sir. Nuts to the squirrels! Nous retrouvons tout de suite Vanessa Dessy. Bonsoir à vous Vanessa. Le temps sera entre nuages et soleil, je crois, pour ce mercredi 21 septembre. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Eh bien, ce début de semaine s'annonce assez couvert. Il soufflera une légère brise de 9 km/h. Les températures oscilleront de 15 à 22 degrés. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h32. Et nous fêterons les Mathieu. Eh bien, merci beaucoup à vous, Vanessa, pour ce point complet sur la météo de demain. Avant de clore ce journal, je vous propose des photos signées Charlie Gallo. Il y a 20 ans, en septembre 2002, Boutros Ghali était présent en principauté aux côtés du prince Albert II pour inaugurer le Centre d'information économique de la francophonie. Boutros Ghali fut le 6e secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996 et le premier Africain d'ailleurs à ce poste, avant de devenir secrétaire général de la francophonie de 1997 à 2002. Le diplomate est décédé en 2016 à l'âge de 93 ans. Merci comme toujours de nous être fidèles sur Monaco Info. On se retrouve évidemment demain pour le plein d'actualités en principauté. En attendant, très belle soirée à vous.